Un garçon noir de 13 ans étonne la salle d'audience avec un argument juridique. Même le juge pâlit. Le tribunal était déjà plein lorsqu'Elijah Matthews, 12 ans, franchit les imposantes portes en acajou. Leur poids les fit grincer lorsqu'elles s'ouvrirent pour révéler l'intérieur cathédral de la salle d'audience 3B. L'espace vibrait de tension. Les journalistes s'entassaient sur tous les bancs libres, le long des murs du fond, le regard aiguisé par la caféine et l'urgence, murmurant dans leurs smartphones ou griffonnant des notes sur des blocs-notes jaunes. La galerie publique débordait de membres de la communauté, certains en costume, d'autres en t-shirt arborant le visage de Marvin Matthews sous l'inscription « Justice pour tous » en lettres capitales. Des flashs jaillirent dès qu'Elijah franchit le seuil, et le vrombissement des objectifs des appareils photo le suivit comme une seconde série de pas. Encadré de chaque côté par 2 huissiers en uniforme et conduit par son avocat commis d'office, Terence Holt, en tenue impeccable, le garçon descendait d'un pas assuré l'allée vers la barre des témoins. Il paraissait bien trop petit pour cet endroit. Le blazer surdimensionné qu'il portait avait appartenu à son père, Marvin. Il était désormais nettoyé et légèrement refait, mais ses manches étaient encore un peu longues. En dessous, Elijah portait une chemise blanche impeccable et une cravate bleu marine à fines rayures argentées, le nœud légèrement décentré, trahissant les mains tremblantes qu'il avait attachées ce matin-là. Le visage du garçon, pâle et posé, ne trahissait aucune de l'inquiétude nerveuse typique des enfants de son âge. Ses grands yeux marrons, vifs et observateurs, semblaient engloutir la pièce. Il n'y avait aucune peur, seulement un chagrin silencieux et constant, une émotion trop ancienne pour quelqu'un d'aussi jeune, gravée dans la courbe de sa bouche et le léger tressaillement de sa mâchoire. Alors qu'ils approchaient du banc, des murmures parcoururent la pièce comme de l'herbe sèche qui s'enflamme. Des murmures sifflaient de bouche en oreille. C'est lui, c'est le gamin. Le public attendait de le voir, le dernier maillon d'une chaîne d'injustice qui s'était dénouée à la suite d'une simple révélation. Enfant survivant de violences cautionnées par l'État, Elijah était devenu à la fois un symbole et une menace, et la galerie semblait retenir son souffle tandis qu'il montait les marches menant à la barre des témoins. La salle d'audience sentait légèrement l'huile de pin et l'électricité statique, l'odeur du vieux bois et de l'électronique, des bancs fraîchement cirés, mêlés à l'odeur métallique de la tension. Des néons bourdonnaient au-dessus de la salle, projetant une lumière crue et impitoyable sur le sol poli et les vitraux qui encadraient le banc du juge. Le drapeau américain flottait à côté, presque solennel, comme gêné par sa présence à cet instant. À la table de la défense, l'agent Lucas Brent était adossé à sa chaise, l'air crispé, les doigts entrelacés, son pouce droit frottant lentement l'articulation de son pouce gauche comme s'il cherchait à se souvenir de ce qu'était le calme autrefois. Son uniforme était impeccable, sa coupe en brosse fraîchement taillée, mais son regard était rivé sur Elijah, fixe, calculateur et vide. Les pas d'Elijah résonnèrent, tandis qu'il s'approchait de la barre, ses petites chaussures claquant comme des signes de ponctuation sur le sol, chaque pas posé avec précaution. Arrivé au bord, il marqua une pause. Un huissier s'avança, Bible à la main, la lui tendant solennellement tandis que le garçon posait sa main droite dessus et levait l'autre. Un silence frôlait la révérence. « Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, que Dieu vous vienne en aide ?» Elijah ne broncha pas. Il répondit par un oui clair et inébranlable, et bien que sa voix fût douce, elle porta, atteignant les oreilles des journalistes comme des spectateurs. Il n'y avait aucun tremblement, aucun tremblement. Que du poids, que de l'histoire. Près de 3 mois s'étaient écoulés depuis le matin où Marvin Matthews avait été arrêté dans une rue calme du sud de Wilmington. Le soleil était bas dans le ciel, se perdant à l'horizon, dans une chaude teinte orangée, tandis que père et fils se rendaient au centre communautaire, où Marvin,
faisait du bénévolat 2 fois par semaine. 2 feux arrière cassés. Rien de plus. Un arrêt de routine. C'était censé être ça. Marvin avait même ri quand les feux rouges et bleus étaient apparus dans le rétroviseur, plaisantant en disant qu'il avait l'intention de les réparer depuis des semaines. Il avait dit à Elijah de rester calme, de rester assis sans bouger, de garder les mains bien visibles. Et Elijah avait obéi, regardant silencieusement depuis le siège passager, son père s'arrêter, couper le moteur et baisser la vitre. Ce qui suivit fut un chaos au ralenti. Le rapport officiel affirmait que Marvin avait tenté quelque chose, qu'il était réfractaire, agressif. Mais rien de tout cela ne correspondait au souvenir d'Elijah. Rien n'expliquait pourquoi l'agent Brent avait sorti son père du véhicule sans raison, l'avait plaqué contre le capot, avait proféré une insulte qui résonnait sur les façades en briques des immeubles bordant la rue. Rien n'expliquait pourquoi les images de la caméra piéton de Brent avaient disparu des heures plus tard, ni pourquoi la police de Wilmington avait fait cercle avec une efficacité aussi rapide et silencieuse. Pendant 5 jours, l'incident resta un murmure. La famille Matthews se retrouva dans le silence, ses appels restèrent sans réponse, ses demandes de transparence traitées comme des désagréments. La police publia un bref communiqué concernant un tragique malentendu, présentant ses condoléances, mais sans rendre de compte. Le juge Oren Kellerman interrompit l'audience du grand jury avant même qu'elle ne commence, invoquant des preuves insuffisantes, tandis que le bureau du procureur invoqua des problèmes techniques et une confusion procédurale. Les médias ont rapporté l'affaire comme un bref reportage dans un journal télévisé matinal, la plupart des chaînes ne mentionnant même pas le nom d'Elijah, jusqu'à ce que les images soient diffusées. Filmées par une caméra de surveillance de quartier granuleuse, 2 maisons plus loin, les images découpaient les mensonges comme un couteau dans un chiffon humide. Il n'y avait aucune ambiguïté, aucune place à l'interprétation. On y voyait Marvin obtempérer. On y voyait Brent le tirer hors de la voiture en criant des mots qui n'avaient rien à voir avec le langage des forces de l'ordre. On le voyait dégainer son arme et tirer à bout portant, le recul fulgurant dans la caméra comme un éclair par une nuit d'été. Le cri d'Elijah résonna hors du champ, mais il était là, brut, humain, inoubliable. Même à ce moment-là, l'État a tenté de le laisser mourir. L'avocate de la famille Matthews, Patricia Lane, avait interjeté appel en urgence, mais les documents d'appel auraient été perdus pendant le transport. En réalité, ils avaient été interceptés. Des appels avaient été passés, de hauts fonctionnaires ayant tout à perdre et tout à gagner. Le sénateur Raymond Wolcott, élégant et puissant, n'a même pas pris la peine de dissimuler son ingérence. Il a utilisé le langage de la stabilité et de la confiance du public, des euphémismes enveloppés d'un patriotisme blanchi. En privé, il a promis des faveurs pour empêcher l'affaire de s'envenimer, pour éviter un spectacle. Le commissaire de police Devon Mirelli, un homme dont les mains étaient déjà souillées par l'encre des accords secrets, a averti que si le bureau du procureur persistait, les réaffectations budgétaires pourraient compromettre ses opérations. Et le juge Kellerman, vêtu de la robe noire de la neutralité, mais sous-estimé par la corruption, avait des dettes qui rendraient sa position intenable si elles étaient révélées. Comptes offshore, sociétés écrans, proches liés à des entreprises criminelles. C'était un château de cartes qui ne résistait pas à l'examen. Cela aurait fonctionné. Mais quelqu'un, quelque part, a choisi le courage. Un lanceur d'alerte anonyme, toujours non identifié, a divulgué l'intégralité des images de la caméra corporelle non éditée à plusieurs médias locaux. En quelques heures, la vidéo était devenue tendance. En une journée, les manifestations avaient commencé. Wilmington s'est rempli de pancartes, de chants, de bougies et de mégaphones. Le public réclamait justice. Les hashtags ont afflué, les politiciens ont tremblé. Le gouverneur, sentant la bataille perdue, a annoncé une enquête approfondie et a relancé l'affaire sous couvert de service public et de transparence. Mais tous dans la salle d'audience savaient que ce n'était pas justice rendue, mais une justice manipulée et instrumentalisée pour calmer le feu sans l'éteindre.
Et maintenant, ce feu avait un visage. Elijah. Il était assis à la barre des témoins, les jambes trop courtes pour toucher le sol, les mains soigneusement jointes sur les genoux. Il a balayé la salle d'audience du regard, son regard s'arrêtant brièvement sur chaque visage. Le sténographe, tapotant sans lever les yeux, le procureur, les sourcils froncés derrière d'épaisses lunettes, l'équipe de défense, masques inexpressifs de sang-froid et d'argent. Et puis, enfin, l'agent Brent, qui le fixait non pas avec des remords, mais avec un ressentiment à peine dissimulé. Elijah n'a pas scié. Elijah Matthews, 12 ans, orphelin d'une balle et aiguisé par le silence, regarda droit devant lui lorsque la première question fut posée. Et malgré son silence, malgré sa petite taille, il apportait dans cette salle d'audience quelque chose qu'aucun fonctionnaire, sénateur, officier ne pouvait contenir. Il portait la vérité. La salle d'audience n'était pas conçue pour la justice. C'était une salle de spectacle où la justice jouait un rôle de fond musical au pouvoir. Et dans cette salle, les chefs d'orchestre n'étaient ni les procureurs, ni le juge, ni même le jury. Les véritables maîtres de la musique étaient assis derrière des vitres réfléchissantes, dans des pièces sans fenêtres, dans des bâtiments sans accès public. Les puissants de l'État, les donateurs de longue date, les intermédiaires d'entreprise et les marionnettistes grassement rémunérés orchestraient le tempo à un rythme tranquille d'appels téléphoniques, de menaces voilées et de virements électroniques discrets. Dans leur monde, les résultats ne se méritèrent pas. Ils étaient arrangés. Dès la 2e semaine de témoignage dans l'affaire État contre officier Lucas Brent, cette orchestration commença à se révéler. 3 témoins à charge, chacun essentiel à sa manière, ont disparu du récit judiciaire, tels des personnages tout droit sortis d'un scénario. Le premier, un mécanicien local qui avait assisté à l'interpellation de l'autre côté de la rue, a été arrêté lors d'une opération de l'ICE et expulsé dans les 72 heures. Il vivait aux États-Unis depuis plus de 18 ans et avait déposé une demande de permis de séjour. Ces formalités administratives ont mystérieusement été retardées juste assez longtemps pour que les agents arrivent à l'aube. Le deuxième, une infirmière de nuit qui avait soigné Brent pour une blessure mineure à la main après l'incident et qui avait signalé que l'agent sentait l'alcool, a été retrouvée inconsciente dans une ruelle derrière son appartement, son témoignage étant considéré comme compromis. Le troisième, un analyste informatique judiciaire chargé de retrouver des enregistrements vidéo supprimés, s'est vu proposer un emploi à 6 chiffres dans une entreprise technologique basée à Portland. Il a accepté l'offre et signé un accord de confidentialité privilégiant le confort tranquille au danger. Terence Holt n'a pas été surpris. Il avait déjà été témoin de ce genre de manipulation à l'époque où il était clerc d'un juge d'appel fédéral à Washington. Il savait à quoi cela ressemblait lorsque des mains invisibles tiraient les ficelles derrière des bureaux en acajou poli. Les micros dans son téléphone, la filature qui suivait sa voiture à 2 pâtés de maison de trop, les alertes bancaires aléatoires signalant ses comptes personnels pour contrôle de sécurité. Rien de tout cela n'était de la paranoïa. C'était de la pression, une pression enveloppée de formalités. Il passait ses propres appels, contactait des personnes de confiance, vérifiait ses pneus 2 fois par jour et chiffrait tous ses emails. Pourtant, les ombres le suivaient. Pourtant, même sous le poids étouffant de ces ombres, l'affaire avançait. Elle était devenue trop publique pour être étouffée. Trop d'yeux étaient braqués sur les marches du palais de justice. Trop de voix scandaient le nom d'Elijah hors des murs. Alors, l'accusation, renforcée par l'indignation du public et les images que personne ne pouvait ignorer, fit appel à expert après expert. Un spécialiste balistique a reconstitué la trajectoire de la balle ayant entraîné la mort de Marvin, montrant un tir à bout portant, sans aucune trace de lutte. Une équipe de criminalistique numérique a témoigné sur la manière dont les images de la caméra corporelle ont été consultées et effacées, identifiant des lacunes et des commandes manuelles qui ne pouvaient être effectuées qu'avec une autorisation interne. Un ancien capitaine de commissariat, aujourd'hui retraité et amer,
a confirmé sous serment que l'agent Brent avait déjà fait l'objet d'au moins 4 plaintes pour usage excessif de la force, qui avaient été conclues en interne, jamais rendues publiques. La défense a riposté avec une précision calculée. Elle a largement misé sur les attaques personnelles et les détails techniques, présentant Marvin comme résistant et Elijah comme traumatisé. Elle a utilisé l'âge du garçon contre lui, suggérant que sa mémoire pouvait être brouillée et ses émotions manipulées. À un moment donné, elle a même fait appel à un psychologue pour enfants qui n'avait jamais rencontré Elijah pour lui faire valoir que les enfants exposés à un traumatisme soudain inventent souvent des récits pour se protéger du deuil. Kellerman a autorisé le témoignage malgré l'objection de Holt. Chaque journée au tribunal devenait une corvée. La couverture médiatique changeait au gré des événements, certains présentateurs louant Elijah comme un symbole de résilience, d'autres mettant en garde contre les dangers d'un témoignage émotionnel dans les procédures judiciaires. Les commentateurs débattaient de détails juridiques lors de panels en prime time, transformant le deuil en spectacle. Et si le public se rassemblait, le système restait froid, stérile et discrètement hostile. Mais tout a basculé un mercredi après-midi. Elijah, assis à la barre des témoins pour la 2e fois, avait subi près d'1 heure de contre-interrogatoire. L'avocat de la défense, Malcolm Reese, un avocat issu d'une université de l'Ivy League au comportement affirmé et à la voix de velours, avait arpenté la barre comme s'il avait été chorégraphié. Il avait demandé au garçon de raconter la scène encore et encore, sondant des incohérences inexistantes mais plausibles. Il insinuait qu'Elijah avait peut-être mal compris ce qu'il avait vu, qu'il ne comprenait pas les procédures policières, que son chagrin obscurcissait son jugement. Et Elijah était resté silencieux, immobile, les yeux rivés au sol, les mains jointes sur ses genoux, répondant à chaque question avec précision et retenue. Il ne broncha pas, ne pleura pas. Mais lorsque Reese lui demanda d'expliquer, une fois de plus, pourquoi il était si sûr que Brent avait appuyé intentionnellement sur la gâchette, quelque chose changea. La salle se tut, tandis qu'Elijah se penchait en avant, la voix calme et égale. Il demanda à la cour la permission de parler, non pas pour répondre, mais pour s'adresser directement à la cour. Il y eut un silence. Kellerman haussa un sourcil et rit doucement, un petit rire cruel qui résonna sur les murs. Il se pencha vers son micro et rappela à tous que la salle d'audience n'était pas un lieu pour se mettre en avant. L'auditoire se tendit. Terence Holt murmura quelque chose à l'oreille d'Elijah. Le garçon écouta, hocha la tête une fois et reporta son regard sur le banc. Kellerman soupira et accorda la permission, s'attendant visiblement à quelques mots sincères et innocents. Ce qui a suivi n'était ni innocent ni attendu. Elijah a commencé par une question, non pas aux avocats, ni au jury, mais au tribunal lui-même. Il a demandé si le juge était au courant de l'arrêt Tinker C, des moines, l'arrêt historique qui a protégé le droit des élèves à la liberté d'expression. Sa voix est restée ferme. Il a cité la décision, faisant référence à l'affirmation de la Cour suprême selon laquelle les élèves ne renoncent pas à leur droit constitutionnel à la liberté de parole ou d'expression à la porte de l'école. Puis, changeant de sujet avec fluidité, il a souligné une loi municipale, l'article 18-420 et 1 de l'ordonnance de responsabilité de la police de Wilmington, qui exigeait que toutes les images de caméras corporelles soient stockées sur des serveurs cryptés avec des journaux d'accès horodatés. Il a récité la loi mot pour mot. La salle d'audience est tombée dans un silence stupéfait. Puis est venu le coup de grâce. Elijah a cité 3 cas, par numéro d'article et date, où le juge Kellerman avait rejeté des requêtes fondées sur des motifs directement contredits par ces lois. Il a noté que le témoignage de l'expert médico-légal révoqué aurait étayé l'accusation de falsification d'images. Il a souligné que l'une des décisions de Kellerman en matière de preuves avait ignoré un précédent étatique contraignant établi 2 ans auparavant. Le ton du garçon ne s'éleva pas, ses mains ne tremblèrent pas. Il parlait comme quelqu'un qui ne cherchait pas à gagner,
mais à révéler. Et il révéla. Derrière la table de la défense, Malcolm Reese baissa son stylo. Terence Holt se rassit sur sa chaise, les doigts serrés, l'expression indéchiffrable. Dans la galerie, les journalistes avaient déjà commencé à taper avec une urgence frénétique. Sur le banc du jury, une femme d'âge moyen se pencha vers la personne à côté d'elle et murmura, à peine audible, « Êtes-vous en train de me dire qu'un adolescent de 13 ans vient de soulever des points que la défense a manqués ?» Et derrière le banc, le juge Kellerman pâlit. Pas visiblement, mais dans la force de sa prise sur le marteau, de la manière lente et posée avec laquelle il demanda au garçon de revenir à son interrogatoire habituel. Il n'a pas réprimandé Ellie. Il n'a pas effacé la déclaration du procès-verbal. Il a simplement continué, tranquillement, mal à l'aise. Ce soir-là, la vidéo fut diffusée sur toutes les chaînes nationales. Les chaînes d'information câblées débattèrent de la question de savoir si Elijah avait été coaché. Les experts juridiques se disputaient pour savoir si ces déclarations pouvaient influencer le jury. Les tribunes le présentaient comme un prodige, une victime, une voix de conscience. Mais une chose était claire. Le vent avait tourné. Ce qui était autrefois une affaire étouffée était devenu un référendum national. Et le garçon qui n'était pas censé parler venait de réécrire le scénario. Pour la première fois depuis le début du procès, l'équilibre changea. Non pas avec un verdict ni avec un témoin, mais avec une voix qui refusait de se taire. Et dans une salle d'audience qui n'avait jamais été conçue pour rendre justice, ce refus brisa les fondations. La pression s'intensifia. Dès la 3e semaine, le procès de l'agent Lucas Brent avait dépassé les murs de la salle d'audience pour devenir quelque chose de bien plus vaste et de bien plus dangereux. Ce qui avait commencé comme un tollé local était devenu une prise de conscience nationale, et ceux qui avaient le plus à perdre commencèrent à agir avec un désespoir croissant. Terence Holt, l'avocat commis d'office qui avait autrefois exercé aux plus hautes sphères du système judiciaire, évoluait chaque jour comme un homme marchant sur une glace ténue. Chaque requête déposée, chaque contre-interrogatoire, chaque élément de preuve présenté était désormais scruté avec une précision clinique, non seulement par le public, mais aussi par ceux qui se cachaient dans l'ombre, déterminés à dissimuler la vérité. La requête visant à destituer le juge Kellerman avait été élaborée avec minutie. Holt et ses assistants juridiques ont découvert suffisamment de documents pour soulever de sérieuses questions éthiques, des documents financiers, des dons politiques et même des courriels divulgués. La requête alléguait que Kellerman avait reçu des contributions non divulguées d'un fonds juridique étroitement lié au commissaire de police Devon Mirelli et qu'il détenait un investissement officieux dans un immeuble commercial détenu conjointement par une société holding liée au sénateur Raymond Walcott. L'équipe de Holt a soutenu que ces implications compromettaient l'objectivité de Kellerman, en particulier dans une affaire où les deux hommes étaient accusés, implicitement ou non, d'avoir protégé l'agent Brent. La requête aurait dû être acceptée. Dans un système efficace, elle l'aurait été. Au lieu de cela, la Cour suprême de l'État a rejeté la requête sans examen. Aucune explication, aucune audience. Juste une simple phrase. Requête rejetée. L'affaire sera instruite sous contrôle judiciaire actuel. Ce refus était le signal le plus clair à ce jour. La salle d'audience comptait peut-être un juge, un jury et 2 équipes juridiques, mais l'issue se dessinait dans des lieux inaccessibles à la loi. En coulisses, la machine de la corruption s'accélérait. Holt reçut un appel tard dans la nuit d'un numéro masqué. Une voix d'homme, calme et amicale, lui proposa un poste potentiel à la division des droits civiques du ministère de la Justice. C'était présenté comme une opportunité déterminante pour sa carrière. La seule condition, il devait adopter une approche mesurée dans l'affaire Brent. Tout le monde, lui assura la voix, s'en sortirait dignement. Il raccrocha sans répondre. Quelques jours plus tard, 2 jurés furent abordés lors d'incidents distincts par des hommes bien habillés qui exhibèrent des qualifications impossibles à vérifier.
Chacun s'est vu offrir une épaisse enveloppe, 10 000 $ en liquide, en échange de la levée du doute lors des délibérations. L'une des jurées, une jeune femme d'une vingtaine d'années, s'est présentée le lendemain matin. Debout devant le tribunal, la voix tremblante mais résolue, elle a avoué ce qui s'était passé. Le juge Kellerman a publié une déclaration d'inquiétude et l'a révoquée, la remplaçant par un juré suppléant. La défense a immédiatement demandé l'annulation du procès, invoquant une subornation de jury. La requête a été rejetée sans un regard. Le lendemain soir, Terence Holt est rentré chez lui après le tribunal et a trouvé sa porte d'entrée entr'ouverte. Aucun signe d'effraction. Aucun objet de valeur n'a disparu, mais tous les dossiers physiques de l'affaire avaient été déchiquetés. Les ordinateurs portables désactivés. Les disques durs externes ont disparu. Même ces sauvegardes cloud avaient été effacées. L'accès révoqué à ce qui semblait être un administrateur système interne. « Ah, il ne protège pas seulement Brent », avait déclaré Marcus en scrutant l'ombre du garage. « Il protège le système qui l'a rendu possible. » Comme pour confirmer les propos de Marcus, le coup suivant ne vint pas de l'intérieur du tribunal, mais du niveau fédéral. Une fuite, anonyme, vérifiée. Une série de notes internes et de rapports scellés circulèrent discrètement auprès des principales rédactions et des journalistes indépendants. Ils révélèrent un schéma systémique de mauvaise conduite cachée de l'agent Lucas Brent. 8 affaires antérieures impliquant un usage excessif de la force, toutes visant des hommes noirs, toutes classées sans suite, toutes scellées en vertu d'une clause connue en interne sous le nom de « exemption d'intégrité », une politique départementale visant à protéger les agents contre les accusations portant atteinte à leur réputation et dépourvues de corroboration publique. La fuite nomma des noms. Le commissaire de police Mirelli avait personnellement approuvé la mise sous scellé de 5 de ces affaires. Le bureau du sénateur Walcott avait canalisé des fonds de campagne vers des comités d'action politique, PAC, parrainés par la police qui protégeait des agents comme Brent de toute surveillance, finançant souvent des conseils juridiques et des services de gestion de crise. Le tollé général explosa. Les manifestants ont encerclé le palais de justice pendant des jours, leurs pancartes ne se limitant plus à Marvin Matthews, mais dénonçant la corruption qui couvait sous la surface de la justice. Dehors, ils scandaient le nom d'Elijah. À l'intérieur, le juge Kellerman a tenté d'empêcher l'admission des documents divulgués comme preuve, invoquant des préoccupations liées à la chaîne de possession et un potentiel préjudice. Holt l'a combattu à chaque étape, arguant que le public avait le droit de connaître l'intégralité de la situation et que justice ne pouvait être rendue derrière des lignes censurées. Des journalistes campaient devant le palais de justice. Des correspondants nationaux arrivaient en masse. Des éditoriaux remplissaient les colonnes. Les hashtags inondaient les réseaux sociaux. Le visage d'Elijah apparaissait en couverture de magazines. Le procès était devenu plus qu'un verdict. C'était un référendum. Et juste au moment où la pression semblait avoir atteint son point de rupture, une nouvelle voix s'est fait entendre dans la salle d'audience. Il était maigre, nerveux et visiblement anxieux lorsqu'il a témoigné. Il s'appelait David Klein, ancien sous-traitant informatique du département de police de Wilmington. Pendant des années, il avait mené une vie tranquille, presque inaperçue. Mais alors qu'il était assis à la barre des témoins, la salle d'audience s'est penchée vers lui. Il a déclaré avoir reçu l'ordre, par ordre direct, d'effacer les images de la caméra corporelle de l'agent Brent la nuit de la fusillade. La demande était arrivée par un canal sécurisé, intraçable. Le message indiquait que les images constituaient une menace pour la sécurité de l'agent et citait un faux numéro de police d'assurance. Klein avait d'abord suivi l'ordre, puis avait observé les conséquences en silence, mais la culpabilité l'avait rongé. Et puis il a vu Elijah parler. Il a apporté les reçus, les feuilles de temps, les notes de routage interne, les courriels codés, il a cité des noms, il a pointé du doigt. Il n'a pas pleuré, n'a pas bégayé, il a dit ce qu'il fallait dire. La défense s'est démenée.
Le juge Kellerman a tenté de limiter la portée de l'interrogatoire, mais les vannes étaient ouvertes. L'accusation a bondi. Le témoignage de Klein a démantelé le dernier pilier de l'argumentation de la défense. La vidéo manquante était une erreur technique, mais ce n'était pas fini, car ce qui a suivi n'était pas un témoignage, ce n'était pas une requête légale, ce n'était pas quelque chose que le tribunal pouvait contenir. C'était la tempête qui grondait dehors, la protestation qui avait pris de l'ampleur, et elle était sur le point de déferler sur le palais de justice. Le jour où le jury devait délibérer, le palais de justice était entouré de lumières clignotantes, le hurlement sourd des sirènes fendant le calme matinal comme un couteau. Juste après le lever du soleil, un appel était arrivé, anonyme, urgent et manifestement délibéré. Une alerte à la bombe. La sécurité du tribunal a évacué le bâtiment en quelques minutes. Juges, avocats, concierges et journalistes sont sortis dans l'air glacial tandis que les unités canines et les démineurs balayaient chaque étage. De l'extérieur, cela ressemblait à une mesure de précaution. À l'intérieur, tout le monde savait que c'était un acte désespéré, une ultime tentative pour bloquer l'engrenage qui s'était mis en marche en faveur de la justice. Rien ne fut trouvé. Pas d'appareil, pas de colis suspect, pas même un fil dérangé. Mais plus tard dans la soirée, un rapport fit surface. L'appel provenait d'un téléphone jetable acheté dans UU